Bonjour à tous et bienvenue dans Inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Édouard Détraize. Salut Édouard. Salut Fabien. Tu es entrepreneur, tu es conférencier, consultant, ambassadeur. Tu as aussi écrit un livre, Rien qu'une fois dans les yeux, qui est un roman inspiré, justement. On va parler de tout ton parcours, ta vie, de tes 5 ans aujourd'hui. Ouais. Mais justement, à propos des 5 ans, comment tu expliquerais ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans? Heu Tu prendrais? bonne question. Je dirais que, je suis quelqu'un, au niveau, on va dire, pas de mon métier, mais de mes différentes casquettes, qui essaye, on va dire, d'inspirer. Pour reprendre le podcast, c'est complètement ça. Tu es au bon endroit alors. Ouais, ouais, exactement. D'inspirer et puis, d'essayer de révéler un petit peu, quelque chose, chez les gens. Alors, pour un enfant de 5 ans, oui, c'est peut-être un peu compliqué, c'est vrai. Ah ouais, Mais, voilà, j'essaye de provoquer, le sourire chez les gens. Je pense que c là, ouais, c'est un peu ça. justement, on t'a déjà vu dans les médias, dans plusieurs médias, parce que tu as fait l'activité depuis un peu plus de 10 ans. Tu as créé aussi une entreprise assez jeune. On a aussi ce point commun-là, à 23 ans, je crois. C'est ça, Ok. exactement, ouais. On va parler dans un premier temps de ton enfance. Tu es né avec un souci de santé de naissance Ouais, et qui a été découvert, enfin vraiment diagnostiqué, où les mots étaient posés à l'âge de 5 ans, je crois. ouais, enfin, je n surtout né grand prématuré, Ok. et donc c'est vraiment la grande prématurité, en fait, où mes parents se sont rendus compte, bah, tout de suite du problème. Parce que quand on est à un peu plus de 6 mois, donc très, très en avance, sur le terme, ils se sont aperçus effectivement qu'il y avait, bah, une course contre la montre, pour la vie, et que effectivement je ne rentrais pas dans les cases tout de suite, pour être viable. Donc, je suis né, j'avais pas les poumons formés, j'ai fait plusieurs arrêts cardiaques et cetera. Donc forcément, je me suis battu, en fait, je me bats encore aujourd'hui, mais, c'est vrai que je me suis battu très jeune finalement pour rester en vie. Je ne devais pas marcher. Aujourd'hui, je suis venu à ce podcast en marchant. Vous aurez enfin, En conduisant, en exactement. marchant, tout va bien. Tu dit à mes parents, un baccalauréat ou des études supérieures, je pense qu'ils t'auraient rigolé au nez, il y a 30 et quelques années. Donc, j'ai essayé de avec, tous les petits bagages un petit peu que j'ai eus dès le départ, j'ai essayé de jongler avec et m'en sortir du mieux possible. Mais je pense que ça, on est tous à la même enseigne, là-dessus, quoi. T'as passé combien de temps à l'hôpital quand t'es né? J'ai été effectivement à l'hôpital des enfants, pendant quelques années. Donc, Quelques années. ouais, quelques années. Je pense qu'on doit être, ouais, c'est ça, jusqu'à l'âge de 7 ans. Parce que je suis rentré en école maternelle, primaire, ouais, enfin, j'ai pas eu le cursus classique, dès le départ. Donc, j'ai vraiment eu une école maternelle à partir de 7 ans, je crois, de mémoire. Et ensuite j'ai essayé de mener ma barque, un petit peu comme j'ai pu. Mais c'est vrai que par contre, j'ai fréquenté les hôpitaux, jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près. Parce que, bah, typiquement, par exemple, j'ai eu une opération, après on sort de l'hôpital, on a, le centre de rééducation, réapprendre à marcher physiquement, réapprendre à marcher dans sa tête, apprendre à mettre, un pas devant l'autre, un pied devant l'autre. Et c'est vrai qu'il y a eu des allers-retours comme ça, tous les 2 ans à peu près. Tous les 2 ans à peu près, au niveau des membres, inférieurs, où j'ai fait ces allers-retours-là. Donc c'est vrai que, psychologiquement pour moi, mais aussi pour ma famille, ça a été quelque chose quand même de, pas forcément évident, ouais. Ouais. Ouais, surtout à ta naissance, passer autant de temps à l'hôpital, ça a pas dû être Non, simple non, d'avoir ce parcours, non. cette enfance très décalée, en quelque sorte. Décalé. Et puis finalement, bah, enfin, je trouve que l'enfance, ça rime avec insouciance. Mm. Et moi, l'insouciance, je l'ai franchement, si je suis honnête avec toi, je l'ai jamais connue, quoi. Je sais pas ce que c'est, parce que j'ai eu tout de suite, des problèmes d'adultes. Quand tu es jeune et que tu es dans le bureau du chirurgien et que le chirurgien te dit: «Bon, bah, écoute, mon petit Édouard, on va te scier le fémur et on va te le retourner». Et il explique un petit peu avec ses mots, quoi, pour simplifier. Bon, c'est vrai que tout de suite,
ça enlève un petit peu, ce côté insouciant, de la cour de récréation, quoi. Mmh. Et alors pour mettre des mots sur les mots, si je puis dire, tu as une infirmité mobile cérébrale, c'est ça? Infirmité motrice cérébrale, Motrice ouais, cérébrale, pardon. ouais, Hem, tu peux expliquer pour vulgariser, à quoi ouais. ça consiste et quelles sont entre guillemets «les ressources de tout ça»? Ouais, ouais, typiquement, l'infirmité motrice cérébrale, c'est, comment je pourrais dire? Bah, tout se joue en fait au niveau du cerveau, et donc quand je suis né, déjà j'ai manqué d'oxygène, au niveau du cerveau, donc ça m'a brûlé en fait, des cellules, au niveau du cerveau et le cerveau, c'est ce qui commande absolument tout. Donc ce qui fait que j'ai une marche qui peut être, différente des autres, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, je peux faire une conférence, sans aucun problème devant 500 personnes, mais je sais pas faire mes lacets. Donc éplucher une pomme de terre, c'est quelque chose, parce que ça touche, par exemple, à la motricité fine. D'accord. Donc alors moi j'ai fait beaucoup de rééducation, donc chacun a un niveau, c'est comme la paraplégie, c'est comme Mmh, bien sûr. chacun a un niveau en fait différent. Moi j'ai la chance d'être très peu touché et j'ai des choses qui ne se voient pas. Beaucoup par exemple dans ma situation peuvent avoir des problèmes d'élocution, peuvent avoir par exemple les mains avec des raideurs un petit peu comme ça, donc alors que moi je ne l'ai pas du tout et pourtant, j'ai quand même toujours ces petits soucis. Donc c'est vraiment, lié à la commande du cerveau, qui envoie l'information pour, faire une action et c'est là où, heu, ça ne voilà, ça grippe un peu dans la machine. Malgré ça, tu t'es refusé, dès le début de subir la chose? Ouais. Tu dis que tes parents ont été des coachs de vie pour toi? Ouais, bah, mes parents et puis, ma famille entière, hein. Je pense que si j'en suis là, aujourd'hui, c'est grâce peut-être un petit peu à moi, parce que, j'ai essayé aussi de mon côté, moi tout seul, de m'endurcir. Ça, on y reviendra après sur plein de choses. Mais c'est vrai que je pense que le quotidien et l'évolution est différente si on a une famille qui nous soutient, ou si on l'a pas, handicap ou pas. Et c'est vrai que, mes parents et ma famille, enfin typiquement mes parents, je sais pas s'il y avait une opération à faire, qu'il fallait aller aux États-Unis pour la faire, ils auraient mangé des patates, et puis ils se seraient sacrifiés pour faire ça donc et puis ils ne m'ont jamais non plus, ils ne m'ont jamais entretenu, dans ce côté, dans ce côté difficile de la chose, ils m'ont toujours poussé, en disant: «Bah, voilà, non, Ouais. tu peux le faire». Alors que parfois Mais quand pas te voilà, surprotéger, pas te me mettre dans un cocon? surprotéger alors que, éventuellement quand j'étais petit, parfois, je pouvais, je pouvais dire: «Bah, j'y arrive pas, hein, est-ce que tu peux m'aider?» Est-ce que bah, mes parents m'ont tout «Non, retente, réessaye, refais-le» et parfois j'y arrivais pas. Mais je pense que c'était aussi pour m'inculquer, le fait de dire, «Bah, ça va pas être facile, dans la vie, hein». Voilà, tu vas vulgairement, bah, tu vas en chier. Donc et l'objectif, c'est je pense qu'ils m'ont donné les armes pour essayer de me dire: «Ben, toute ta vie, tu vas te battre et puis on va essayer de te donner ces armes-là». Mais c'est vrai que je n'en serais pas là aujourd'hui, sans eux, ouais. Et comment s'est passée ton enfance du coup, tes 1 années d'école et jusqu'à ton adolescence? Heu, j'ai eu, on va dire, j'ai eu une école primaire, où j'ai connu, l'enfer sur terre. Je ça a été vraiment, c'est ce moment-là de l'école primaire, qui m'a fait comprendre que j'étais différent. C'est là que je me le suis pris en pleine face. Typiquement, d'ailleurs, je le raconte un petit peu dans le livre, mais je pense qu'on a tous, à l'école primaire, on est tous amoureux d'une fille, d'un amour d'enfant, quoi. Et moi, j'étais amoureuse d'une fille à l'école qui était la fille, quoi. C'était the fille de l'école. Elle avait les cheveux châtains, enfin voilà, elle était vraiment, très, très jolie et je suis jamais allé la voir parce que je me suis dit, «Beh, qu'est-ce que enfin, elle peut pas s'intéresser à moi. C'est pas possible. Moi, moi, on m'insultait, on me disait: «Ah ben, c'est toi, tu marches comme un pingouin», on me poussait dans la récré, on m'a déjà craché dessus.
se faire cracher au Mmh. visage, c'est un truc, en tant qu'enfant, enfin, quel que soit l'âge, hein. Mais il y a des moments comme ça qu'on se souvient et donc c'est vrai que c'est pas une période, très heureuse, c'est une période où j'ai souffert, mais c'est aussi une période qui m'a vraiment armé, quoi. Au niveau du mental, où je me suis dit, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça va être difficile, et il va falloir essayer de jongler avec ça. Ensuite, j'ai eu une période de collège, j'ai rien franchement, Ouais. j'ai rien à en dire, il s'est pas passé grand chose. Donc je n'avais plus la souffrance que j'avais connue à l'école primaire. Et puis bon, par exemple à l'école primaire, aujourd'hui on a des mots comme harcèlement scolaire et cetera. On a mis depuis plusieurs années, Mmh. des vigilances. À l'époque, faut remettre ça dans le contexte C'était moins le cas. d'il y a quelques années, on disait: «Oh bah non, il se fait moquer un peu, bah ça ira mieux demain, il faut laisser le temps, il faut» moi typiquement, je n'ai jamais été invité à un anniversaire à l'école primaire. Et donc ma mère me disait: «Ah bah tu vas pas à l'anniversaire?» «Bah non, non, elle a décommandé». Voilà, parce que je ne voulais pas moi, moi j'ai caché en fait à mes parents, ce que je subissais parce que je ne voulais pas leur créer, de problème. Donc j'avais ce qui était hyper difficile en tant qu'enfant justement, on parlait du stress Bien tout à sûr. l'heure et de l'insouciance qui est partie. Je pense pas que ce soit un enfant, de dire, «Je vais pas le dire à maman parce que je vais la blesser». Et donc moi j'avais ce côté-là, et c'est vrai qu'en tant qu'adulte aujourd'hui, je me dis voilà, peut-être que, des parents auraient dû dire: «Bah, c'est pas grave, Édouard tu l'aimes pas, ben, on va l'inviter quand même». Donc ça, c'est vrai que je c'est quelque chose avec le recul que je comprends pas très bien, mais c'est autre chose. Mais après, d'un côté, tu as vécu ça comme un combat, et en même temps, tu as été dans le cursus, normal et pas Oui. dans une, Oui, mmh, bien sûr, bien dans sûr. une école, spécialisée. Oui, bien sûr et puis c'était d'ailleurs, bah, en termes de combat, c'était aussi un combat pour mes parents aussi, Bien sûr. de dire, voilà, il faut qu'il aille en école, normale, et ne pas effectivement s'enfermer. Eux qui voulaient pas m'enfermer dans mon handicap et dans ma vie, ben, justement pour eux, c'était aussi un enfermement et puis j'avais des capacités, voilà, j'étais handicapé, mais j'avais des capacités intellectuelles, enfin qui étaient bonnes donc pour eux, c'était aussi régresser si, éventuellement régresser si j'allais dans un milieu qui était trop protégé. Ensuite j'ai fait le collège, qui s'est passé normalement. Ensuite, j'ai fait une seconde, à Mirande, dans le Gers, qui s'est très bien passée, qui s'est tellement bien passée que je n'ai rien foutu de l'année. Mais typiquement, bah, là, je me suis aperçu ce que c'était aussi que de se créer les premières amitiés, les amis. J'ai eu un lycée, qui s'est très bien passé et après j'ai découvert l'université. Bon là, l'université, là, ça a été, voilà, ça a été feu d'artifice. Voilà. Là, pourquoi? Parce qu'à mes yeux, je pense qu'il y avait pas de déjà, il y avait plus de barrière d'âge. À l'école primaire, par exemple, comme j'avais avec tout ce qui m'était arrivé, je pense que j'avais déjà une maturité en plus qui était, Ça différente. ça t'a forgé, Ouais, d'une certaine façon, exactement, qui était différente ou en tout cas un peu plus développée et donc parfois j'avais ce sentiment de décalage, en fait, avec les autres enfants. Alors que là, à l'université, typiquement, on avait des jeunes qui avaient arrêté une année pour, partir en voyage et cetera. Donc je trouve qu'il y avait un côté beaucoup plus homogène. Et donc j'ai découvert à 18-19 ans, ben, le fait d'avoir des amis, le fait d'avoir un cursus qui me plaisait bien. J'étais dans un cursus de communication et puis les sorties, quoi. Les sorties, les filles, les premières amours, les premières questions aussi, d'adultes de se dire: «Bah, tiens, comment ça va se passer pour, telle fille? Est-ce que je vais pouvoir lui plaire? Est-ce que je vais lui plaire debout? Est-ce que je vais pouvoir lui plaire s'il y a ce petit truc en plus, de ce carrosse tout blanc là, le» et donc c'était aussi tout un tas de questionnements que j'avais et ça me permettait d'avoir les premières réponses, quoi et ensuite après, je suis parti dans, l'entrepreneuriat. J'ai créé ma boîte, voilà, après et justement, jeune aussi, pendant ta scolarité, tu as quand même aussi voulu faire du sport. Ça, c'est important parce que je pense que ça t'a beaucoup aidé à te développer, à te ressourcer, à avoir cet esprit aussi de ouais. solidarité et de cohésion. Ouais, ouais, c'est vrai que le sport justement m'a permis, l'handisport, j'avais démarré par le basket, ensuite j'ai fait du tennis en fauteuil et c'est vrai que, bah, c'est typiquement cette notion
handicap ou pas, de se dépasser, quoi. Et c'est vrai que je pense que ça m'a permis de transcender la différence qui était la mienne, de ne pas le voir comme une fatalité et de se dire, voilà, je peux faire du sport, je peux sortir avec des amis, je peux aller à tel endroit. J'avais une obsession en fait d'être, un mot qui veut rien dire, d'être comme tout le monde, Mmh. parce que finalement on est tous différents. Mais en tout cas de montrer que voilà, OK, je suis Édouard, j'ai ce petit fauteuil où j'ai ma manière de marcher qui est différente, mais avant tout, je suis moi, quoi. Et je me suis toujours battu pour qu'on me voie, moi, avant, le fauteuil ou avant, ce petit truc en plus, quoi. Et ça a été sûrement aussi, en fait, tu vas me dire, hein, mais une forme de liberté, un peu un échappatoire? Le sport? Hein. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, et puis je pense que j'ai démarré assez jeune, donc c'était aussi une manière aussi de se construire. Heu, de le rapport au sport aussi, ça permettait, bah, de se muscler, je pense qu'il y a aussi un rapport au corps aussi qui est différent. Et c'est vrai que non, non, moi je j'ai adoré ça, mais c'est vrai que j'y faisais aussi très attention, ça c'est quelque chose que j'ai jamais trop dit, mais dans le tennis en fauteuil, on est baigné avec des gens qui sont en fauteuil, qui ont des pathologies qui peuvent être différentes. Et c'est vrai que quand je faisais des tournois, j'adorais ça, hein, j'ai rencontré des personnes super et j'étais content d'aller en tournoi, mais j'étais content de repartir. Parce que le côté j'avais l'impression après de faire une overdose, d'handicap et de gens qui avaient leurs problèmes, leurs trucs et j'avais besoin tout de suite de revenir à ce côté, pour moi, valide un peu, quoi. Mmh. Parce que je le vivais, si j'étais trop dans ce côté-là, j'avais l'impression de le vivre un peu, encore une fois, comme un enfermement, quoi. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça, mais je voulais pas non plus, en faire ma vie tout entière. Typiquement, il y a des gens aujourd'hui que j'ai connus, qui ont eu un accident et cetera et qui ont décidé, par exemple, que leur vie, c'était le tennis en fauteuil. Donc ils voient toujours les mêmes personnes, heu, moi j'avais un appétit, quoi. J'avais besoin de voir plein de choses, différentes et cetera et c'est pour ça qu'après j'ai essayé de m'en extirper mais par contre en termes de sport et en termes de rencontres, j'ai fait des rencontres absolument, merveilleuses et j'en suis ravi, hein. C'est intéressant ton point de vue parce qu'on a reçu, Emeline Pierre, il y a un peu moins d'1 an sur ce podcast qui est, parathlète sur la partie natation. OK. En fait, elle nous racontait, un peu l'inverse parce qu'en natation, il y a peu de compétition. Il y a pas de compétition de personnes, qui ne sont pas valides. Donc en D'accord. fait, elles font toutes ou ils les mêmes compétitions que les valides pour s'entraîner. Et Mmh. à pouvoir après faire des compétitions internationales ou les Oui, JO comme elle a fait et qu'elle a remporté. ouais, Donc c'est intéressant sur les approches, les oui, sports et aussi le nombre de licenciés, il faut le dire, parce que la natation ouais, ouais. comparé au tennis, Ouais, ouais, bien ça a rien sûr. à voir. Ouais, ouais. Là, c'est vrai qu'il y avait vraiment ce côté, heu, où on est où un peu, c'est pas le bon mot, mais un peu comme une secte, quoi. C'est-à-dire on se retrouve tous ensemble, Entre vous? ouais, entre nous et c'était chouette parce que ça m'a aussi permis de relativiser aussi ma situation. Quand j'étais jeune, de me dire: «Ah bah, il y a pire en tout cas, ou il y a plus difficile, il y a différent» et donc c'était chouette. Mais mais c'est vrai que parfois j'ai eu cette impression, enfin quand j'étais content, comme je te dis, de venir en tournoi, mais quand je repartais, voilà, ça me faisait aussi une bouffée d'oxygène et j'ai toujours veillé à ne pas m'enfermer dans ce milieu-là. Peut-être parce que moi-même, intérieurement, dans mon fort intérieur, je voulais pas être résumé non plus avec ça. Donc peut-être que ça vient de plus profond, Bien ça, sûr. je sais pas. Mais ça reste des bons moments, ouais. Et donc la fac terminée, assez tôt, tu t'es lancé, dans l'entrepreneuriat, du Ah coup? bah, assez tôt, direct. Direct? Direct, ouais, direct, en fait, à l'époque, je veux changer de fauteuil. Je je, mmh, je fais différents essais et puis, je m'aperçois qu'il n'y a pas de marque française sur ce qu'on appelle le fauteuil roulant actif avec une déclinaison pour le sport. Donc là, typiquement, ce qu'on voit aux Jeux paralympiques. On a le fauteuil roulant médical hôpital très lourd que tout le monde connaît.
On a le fauteuil roulant, électrique qui là, convient pour d'autres pathologies et on a cet entre-deux, mais qui concerne beaucoup de personnes et donc je vais sur on a un formidable outil aujourd'hui qui s'appelle internet. Je vais sur internet, je regarde qui fait quoi et je m'aperçois que donc il y a pas cette alternative sur ce type de produit qui existe et je me dis: «Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire». Je pouvais, mettre mon expérience et mon vécu aussi de personne en situation de handicap sur ce type de produit et donc c'est là qu'est né, le fauteuil roulant français, avec un petit partenariat de marque avec une marque, un peu connue qui s'appelle le Slip Français et qui m'ont fait justement mon logo et c'est comme ça qu'est né en fait donc la marque Le Fauteuil Roulant Français. Pas pour dire, «Vous êtes obligés d'acheter français», mais c'était de dire, «Vous voulez acheter un fauteuil roulant made in Angleterre, vous pouvez, vous voulez acheter, italien, vous pouvez et si vous voulez acheter français, vous avez une alternative au moins pour acheter français». Donc c'était le pourquoi du comment. Comment tu t'es lancé? Parce que, j'imagine que tu connaissais pas grand monde dans le milieu de l'industrie. Tu sortais des études, donc je pense que tu avais pas non plus beaucoup d'économies, un peu pas mal de barrières, tu avais pas de réseau, Ah, co j'avais rien. co Non, j'avais rien, rien du tout. J'avais rien et je en fait, donc j'ai créé en 2015 et donc je regarde un peu ce qui se fait et je vois qu'on a des possibilités de financement participatif. Je connais pas du tout, alors on a un peu les cagnottes, Litchi mmh. et là, on a un financement participatif. On m'explique le truc, avec des contributeurs, qui te donnent tant d'argent, pour faire éclore en fait ton projet. Je me dis: «Mais c'est un truc super». Et donc je fais une petite page et donc j'explique qu'il me faudrait voilà, je crois que c'était 15 000 € à l'époque, pour réinvestir en capital de la société, pour créer justement, la société et commencer un petit peu ça et donc j'ai démarré, comme ça, heu, à appeler tous mes copains, en leur disant: «Voilà, est-ce que tu peux pas donner 2 €, 3 €?» Et donc ça a démarré comme ça, heu avec un gros coup de pouce et je la remercie là, une personne qui s'appelle Laura Tenucci, Laura du web, à Télématin et qui m'a fait une parution un matin, en me disant: «Voilà, il y a un jeune, il a 23 ans, il s'appelle Édouard, il veut faire le photo roulant français, il faut lui donner un coup de main» et là j'ai eu, 15 000 € dans la journée. Donc ça a été une journée extraordinaire. C'est-à-dire je rafraîchissais la page toutes les secondes, il y avait des euros qui tombaient et c'est grâce à ça que j'ai pu, lancer la boîte et après j'ai fait appel à, des organismes, notamment, l'Horizon Entreprendre, Initiative France, qui peuvent permettre justement en création de société d'aider et c'est comme ça que j'ai pu voilà, avoir les premiers jalons, heu, faire appel à des ingénieurs pour les prototypes et cetera et ensuite démarrer, vraiment la fabrication, des fauteuils pour que ça aille, justement aux personnes qui en avaient besoin, quoi. On est passé par, les mêmes choses en fait, Réseau Entreprendre, France Initiative, dont ici Berne Initiative et Ouais, cetera. C'est vrai que ce sont de super leviers ouais, à qui veut entreprendre et se bien sûr. donner les moyens. Mmh. Quel a été, le déroulé entre l'idée jusqu'à la V1, commercialisée? Pour expliquer un peu, parce qu'on sait que c'est pas un long fleuve tranquille, l'entrepreneuriat, surtout au début et encore plus dans Ouais, l'industrialisation. ouais. Quel a été le procédé et est-ce que tu as eu j'imagine aussi des moments de doute? Bah, j'ai pas eu des moments de doute, je n'ai fait que douter. Enfin, même encore aujourd'hui, le doute est mon meilleur ami, quoi, hein, mais alors souvent on le voit d'une manière, négative, mais je pense que c'est le doute qui permet aussi la remise en question et de se poser les bonnes questions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle de fauteuil roulant, mais c'est avant tout un matériel médical et donc qui dit matériel médical dit des homologations produits, pour des remboursements sécurité sociale, maison départementale des personnes handicapées avec des remboursements et cetera. Donc il y a des tests, à passer de résistance, par exemple quand on envoie un prototype, si on a une pièce qui casse, faut tout refaire, quoi. Donc typiquement ça c'est des moments où on dort très peu, où on se pose quand même beaucoup de questions, heu et une fois qu'on a fait ce premier prototype ou en tout cas ces premiers prototypes qui ont fonctionné, bah, l'objectif c'est après, des commandes, puisque c'est de la tubulure en fait, hein. Donc ensuite on a vu avec les ingénieurs en disant: «Voilà, on a besoin de tant de tubes, tant de résistance».
et ça a démarré comme ça, mais en petite série, quoi, hein. On était vraiment sur quelque chose d'artisanal, très bien fait, mais artisanal, et on a eu aussi, ça a été une autre bataille, mais le référencement notamment, parce qu'on peut pas c'est pas un produit qu'on peut acheter sur internet, je veux dire, si je fabriquais un sac à main, je me crée un petit site internet, on l'achète, on le reçoit 48 heures après. Là, il fallait aussi, si on a quelqu'un, qui habite à Strasbourg, ou qui habite à Lille ou qui habite à Toulon, bah, forcément, il faut qu'il ait aussi la possibilité de l'essayer, proche de chez lui. Donc il a fallu aussi, avoir des partenaires, se faire référencer, auprès de magasins, justement, de matériel médical. Et là, on a eu justement, un gros coup de main aussi, avec, avec des grands groupes qui nous ont fait confiance parce que je pense aussi on avait ce côté français. Et donc je pense que beaucoup de gens se sont dit: «Voilà, on est, des distributeurs français, on a un jeune, qui se lance, qui fait un produit français». Et je pense que tout le monde s'est mis dans la barque en disant: «Ben, voilà, on essaye, on y va», et c'est comme ça que ça a fonctionné, quoi. Au-delà d'une idée, c'est aussi au-delà d'un projet, pardon, et une idée parce que ça a été un projet puis un produit, c'est aussi une idée de société quelque part. Bien sûr. De s'identifier et ça a permis de faire porter, les gens autour de ce projet. Bien sûr, l'objectif c'était, bah, de créer des emplois, on avait ce côté made in France, donc ce qu'on pouvait réindustrialiser, en France, l'objectif c'était de le faire, d'avoir la maîtrise de notre industrie. En politique, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Moi, déjà en 2015, j'allais te dire, c'est l'époque de Montmour et la marinière, quoi. Ouais, voilà, bah, 2012, c'était un peu le cas du slip français effectivement, voilà, avec Arnaud Montebourg et tout, donc on était quand même dans cette mouvance un peu là, et donc c'est vrai que j'ai surfé un petit peu aussi là-dessus, mais sur quelque chose qui était un peu inédit, quoi. Là, on était vraiment, et puis on avait le côté made in France, mais on avait aussi sur le fauteuil le côté personnalisation, qui a plu à énormément de monde. Pour moi, l'objectif, c'était de dire: «Voilà, on peut être en fauteuil, mais on peut être beau et belle avec son fauteuil, on peut avoir un fauteuil qui nous représente». Quand on choisit, par exemple, une voiture, on aime bien choisir ses options, son siège, la couleur de sa bagnole, mais proportionnellement dans une journée ou dans une vie, on y passe très peu de temps dans sa Ouais. voiture. Par contre, on aime bien tout personnaliser, et à l'époque, en 2015, le fauteuil, allez, on avait, du noir, du blanc, du gris, on avait C'était des nuances de vie, quoi. ouais, voilà, on avait éventuellement un rouge, ou une autre couleur, mais ça s'arrêtait là. Et nous, on a voulu vraiment pousser cette personnalisation en termes de peinture, en termes de sellerie, avec des surpiqûres sur le siège, et cetera, et notamment sur le site internet, un configurateur qui permettait comment dire? De personnaliser son fauteuil. Ça, c'est quelque chose aussi qui se faisait très, très peu, et donc l'objectif, c'était de voir vraiment le fauteuil comme un prolongement, de sa personnalité. Et effectivement, la base de la base, c'était effectivement créer de l'emploi et faire rayonner le savoir-faire français aussi sur ce type de matériel en France, que ce qui soit reconnu par, nous-mêmes déjà. Nous, en tant que Français, parfois, je pense qu'on ne s'aime pas assez déjà en tant que Français. Et si on avait la possibilité de faire rayonner ce savoir-faire, à l'international, ce qu'on a réussi un peu à faire parce qu'on a eu, par exemple, un partenaire en Suisse, et ben, on a été très fiers de le faire, ouais. Et en quelque chose, quel est le positionnement pris par rapport à d'autres types de fauteuils roulants? J'en ai aucune idée Ouais, ouais. et qu'est-ce que ça représentait comme, volume pendant, toutes ces années? Alors on a en fait, sur ce type de matériel-là, on est à peu près à 2 500 €, en prix public. Heu ouais, c'est ça, 2 500 €. Et alors nous, on était, un tout petit peu plus cher, mais on a réussi en fait à être concurrentiel, en termes de prix, parce que justement, on avait aussi une bulle. On a un peu cette bulle, de la sécurité sociale avec des remboursements, et cetera, et ce qui nous permettait de nous aligner, en termes de prix. Typiquement, un fauteuil roulant qui va être, fabriqué en Chine totalement, il va être vendu, je sais pas, en Angleterre, 2 100 € parce qu'il y a moins de remboursement. Le même fauteuil qui va être, vendu en France, il va être vendu, 3 000 €.
parce que forcément, les remboursements sont à une autre hauteur. Mais ça nous a permis, nous, de nous aligner en tout cas et de dire en plus, on est made in France, tout n'était pas fabriqué en France parce qu'on a perdu aussi certaines industries, donc on a dû aussi se fournir, hors France sur certaines petites pièces. Mais en tout cas, ça nous permettait de dire: «Bah, écoutez, on a, allez, soix 80 de fabriqués en France et en plus on est concurrentiel» parce que les les gens aiment bien, le Made in France, mais si tu leur dis, C'est heu 3 fois plus cher? oui, si tu leur dis: «C'est 3 fois plus cher», les gens vont dire: «Non, moi je peux pas». Nous, ça nous a permis en tout cas d'être concurrentiels et effectivement de dire: «Bah oui, à produit équivalent, je préfère faire travailler une entreprise française qu'une entreprise, étrangère». Voilà. Et Et on a vendu une petite centaine de fauteuils en 1 an et demi, d'accord. donc c'était sur un seul modèle. Ensuite, on a eu un côté, d'aller chercher des financements pour augmenter la gamme de produits. On s'est aperçu, ben, là, de la difficulté aussi parce que, le fauteuil, le handicap, c'est un marché et puis un sujet peut-être qu'on parle un peu moins et puis à l'époque, on était très sur le digital et le numérique. Donc d'avoir, une entreprise à forte, rentabilité qui peut vulgairement se casser la gueule aussi très vite. Mais, en tout Combien dans le digital et numérique? ouais, ouais, voilà. Alors que c'est vrai que l'industrie, prend plus de temps à se mettre en place, mais, est beaucoup plus pérenne et c'est vrai que là, on s'est aperçu, de la difficulté, hein. Pourtant, j'ai remis au ciel et terre, hein. J'ai même eu, des rendez-vous à Matignon et cetera, donc, je suis allé assez haut pour essayer de convaincre, heu et c'est cette difficulté-là de financement pour vraiment être à une échelle plus industrielle qui a déclenché aussi ce périple en fauteuil, cette traversée de la France qui a été pour moi, quelque chose d'absolument, faramineux. Alors justement, j'allais t'en parler, ce périple de la Gironde jusqu'à Paris, plus de 700 kilomètres, quel était, le but initial et ce que tu voulais y mettre derrière, le message que tu voulais faire passer? Alors l'objectif justement c'était de dire, voilà qu'on était une jeune boîte, que c'était un produit c'est un produit d'ailleurs toujours qui est, essentiel. Essentiel à la nation, essentiel à des gens, qui en ont besoin, de dire voilà, à demain, je sais pas, il y a tel pays qui décide de fermer, il y a beaucoup par exemple de marques, il y a un monopole en fait américain par exemple sur ce type de marché. Typiquement, je sais pas moi, les États-Unis, ils décident de fermer les frontières pour X ou Y raison, comment on fait? Donc l'objectif, c'était de dire: «Voilà, on peut maîtriser nous, chez nous, une industrie». Donc c'était un petit peu le message à faire passer, de dire: «On a besoin, de soutien». Alors ça, c'était pour nous, mais je pense que ça a été un peu, un cri aussi pour tous les entrepreneurs qui s'y sont aussi retrouvés, qu'on sur d'autres produits, sur, d'autres natures, de dire: «On a quelqu'un qui essaie de faire un peu entendre sa voix» et puis globalement, ça permettait aussi, de parler un petit peu, du handicap, de parler des Jeux paralympiques aussi, qu'on a eu notamment en 2024. Moi, c'était en 2018, mais de dire voilà, qu'on ait un fauteuil roulant, fabriqué en France aux Jeux paralympiques de Paris 2024, ça pourrait être chouette. Donc c'était un petit peu tout ce côté-là, que j'ai voulu mettre en avant et puis, beaucoup de gens s'y sont retrouvés aussi quoi. De dire, «J'ai tel handicap» ou «J'ai fait un AVC», «J'ai tel problème de vie» et beaucoup de gens, je trouve, cette traversée de la France, à certaines personnes, ça les a motivés, à quelqu'un qui a fait un AVC d'abandonner sa canne pendant deux trois pas, une femme qui a eu un cancer du sein de dire: «Ben, voilà, je suis dans un moment qui est pas facile et ça me permet de me reconcentrer sur quelque chose de positif». Mais ça par contre, je n'en avais jamais, j'ai pas fait ça pour ça, quoi. Donc j'ai fait ça malgré moi. Souvent, les gens disent: «Oui, j'ai fait ça pour inspirer, les gens». Je respecte, mais je suis pas sûr je pense que quand on inspire malgré soi. Oui, Je c'était pas l'intention première. Non, pas du tout. Franchement, je suis très heureux de l'avoir fait, d'avoir inspiré des gens, mais c'était pas du tout ça et on ne pensait même pas. Moi, j'ai été avec mes parents et mon frère, en camping-car, pour cette traversée. On s'était même dit: «Bon, ben, tu sais quoi? S'il y a personne sur la route, on redescendra comme 4 imbéciles, comme, voilà, comme 4 imbéciles,
et puis c'est pas grave, on l'aura fait, quoi. Et en fait, ça s'est pas passé comme ça du tout, quoi. On a eu un une mayonnaise, Capri qui a été absolument, grandiose. Encore plus une fois arrivé vers Orléans, là, aux portes de Paris, et ça a été comme je le dis, un petit peu une aventure, un Forrest Gump à 4 roues, quoi. Et c'est vrai que ça a été extrêmement, beau en termes de rencontres, en termes de témoignages, de moments, et aussi en même temps, une grande difficulté, hein, une grande souffrance parce que c'était entre 25 et 35 kilomètres par jour. Donc Alors justement, comment ça se déroulait? Est-ce que tu as quelques exemples sur, le fonctionnement? Alors de la logistique, tu as dit, il y ouais. avait, tes parents et ton frère, mais comment ça s'est déroulé? Est-ce qu'il y avait des actions derrière? Est-ce qu'il y avait des rencontres prévues? Ouais, ouais, en fait, on avait, avant de partir, on s'était fait, en fait, bah, des étapes, hein, Ouais, une roadmap, ouais, comme un Tour de France, quoi, et de se dire: «Voilà, on a tant de kilomètres». C'était, comme je te dis, entre 25 et 35 kilomètres par jour, et donc on était sur des départementales, des bouts de nationales de temps en temps, et on essayait, en fait, on a essayé après de joindre les mairies, et cetera. Mais il se trouve que ça a bien pris dès la première, parce que la première étape qui nous a reçus, le maire de cette première étape a appelé le maire de l'étape suivante en disant: «Tu reçois Édouard demain», et en fait, ça il y a eu un passage de relais qui s'est fait. On a eu des France 3 aussi en région, souvent, qui nous ont permis justement de médiatiser un peu cette traversée de la France. Mais c'était en janvier 2018, donc le vent, la pluie, le froid. Tu as choisi le meilleur mois de l'année pour Ouais, ouais, mais à choisir, je me demande si c'est pas plus facile de le faire en janvier que de le faire en juillet, hein. Non, mais mars-avril, non? Ouais, non, beh, ouais, mais en plus, on n'avait pas vraiment encore une fois, comme je te disais, comme je l'ai pas fait pour faire un exploit, Ouais, bien sûr. je me suis pas préparé. Moi, je me suis entraîné 3 semaines avant de faire ces 700 kilomètres. J'ai pas fait, par exemple, comme des gens, en disant: «Je veux faire, la traversée de tel lac, et je me prépare 6 mois». Là, c'était aussi pour répondre à une urgence, par rapport à ma boîte. Donc il a fallu, Il fallait un coup de projecteur voilà, dessus il et fallait un coup de projecteur, il fallait en parler, donc on n'avait pas forcément trop le temps d'attendre, et c'est pour ça que ça a précipité les choses. C'est pour ça d'ailleurs que j'y suis allé quasiment sans entraînement, mais je l'ai fait, donc ça a été une grande aventure. mais ça l'a fait. Et Ouais. ça a permis de sensibiliser aussi bien le public que les politiques et mettre en place peut-être certaines choses? Tu as eu des retours de tout ça? Ouais, ouais, bah, on a eu, en fait, alors bon, il y a eu effectivement une arrivée, grandiose. J'ai été reçu par la ministre des Personnes handicapées, le président, de l'Assemblée nationale, le président du Sénat qui m'a décoré de la médaille du Sénat, et ensuite le président de la République, à la fin, parce que le but de l'arrivée, c'était, le palais de l'Élysée. Mais moi, je pensais pas une seule seconde être reçu. Pour moi, de dire, l'arrivée, c'est le palais de l'Élysée, ça permettait voilà, de mettre une arrivée, l'avantage, c'est Oui, le que côté symbolique, ouais, ouais. symbolique, et puis tout le monde sait où tu vas. Je veux dire, si tu dis: «Je vais à l'Élysée», mais je suis parti le 4 janvier. Le 5 janvier, j'avais l'Élysée qui m'appelait en me disant, «Bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous revendiquez?» Écoutez, je ne revendique absolument rien. Je fais une traversée d'un ton positif, engagé pour trouver des solutions, et donc plusieurs fois pendant la traversée, pendant les 21 jours, j'avais l'Élysée qui m'appelait, qui se tenait au courant de savoir où est-ce qu'en était la traversée, et cetera, et effectivement, une entrevue avec le président de la République pendant 1 heure, à la fin, qui reste un moment, enfin, on rencontre pas le président de la République tous les jours. Non, c'est sûr. Voilà, donc c'était chouette. Depuis la création de l'entreprise, qu'est-ce qui, t'a le plus retenu de façon, on va parler positive parce Ouais. qu'on sait que l'entrepreneuriat, c'est plein d'embûches et plein de déconvenues, d'agilité, de découvertes. Bien sûr. Mais qu'est-ce qui a été le plus inspirant pour toi et le plus positif dans tout ton parcours? Heu, C'est toujours dur d'en retenir très un. très très grande question, dans tout ce que j'ai pu faire? Franchement, c'est une question qu'on m'a jamais posée.
Donc J'en ai d'autres, ouais. non, non, mais ça non, mais j'adore, c'est super. Je qu'est-ce que je retiens le plus? Franchement, ce que je retiens le plus, c'est, en fait, c'est les rencontres. C'est-à-dire que quelle que soit la nature de ce qu'on fait, je pense que ce qui fait grandir et ce qui fait évoluer, c'est, la rencontre, un avis différent de quelqu'un qui va permettre de se remettre en question, de le fauteuil à l'époque, c'était pareil, d'être dans la discussion, de dire: «J'aurais pas fait comme ça, moi j'aurais fait plus ça» et moi je suis quelqu'un très dans le contact et si je dois retenir dans tout ce que j'ai fait à l'époque et dans tout ce que je peux faire, je pense que c'est le phénomène de rencontre qui fait évoluer parce qu'on rencontre un esprit différent, une manière différente de fonctionner et je pense que c'est moi je suis une éponge et donc c'est ce qui permet après d'engranger, de l'expérience et des avis différents pour s'en resservir après. Donc ouais, les rencontres, ouais. Tu cherches pas de compassion, tu cherches l'engagement. Tu aimes bien le citer de temps en temps ça. Ouais, ouais, bien sûr. Heu, de fait, tu as été aussi, ambassadeur de plusieurs causes Oui, et tu tenais à cœur aussi de pouvoir, parler de ces différentes causes-là? ouais. Ouais, bien sûr, c'est vrai qu'après cette traversée de la France, j'ai eu l'occasion, d'avoir des gens qui m'ont appelé, des groupes, je pense à Airbnb France, par exemple, qui m'ont appelé en me disant: «Écoute, on trouve, que tout ce que tu as fait, c'est inspirant. Est-ce que tu pourrais pas nous aider, en fait, à donner un temps positif, à voir un peu ce que tu pourrais faire pour nous et donc je suis parti à Sydney, en Australie grâce à eux et donc il y a eu un film promotionnel qui a été, mis en place par la plateforme Airbnb où l'objectif c'était de dire: «On peut avoir un handicap, on peut être différent des autres, mais ça n'empêche pas d'aller, ben, à l'autre bout de la terre». Voilà, tout est possible, tout est presque possible si on le veut et donc j'ai voulu essayer, voilà, de perfuser un peu, de donner une perfusion d'optimisme aussi, avec eux. J'ai eu aussi l'opportunité, d'être ambassadeur d'une tour à La Défense, avec Jean Nouvel, qui est un grand architecte et l'objectif c'était, voilà, de parler de la mobilité universelle, de l'accessibilité, comment on pense la mobilité, le principe de la mobilité et de l'accessibilité aujourd'hui, comment elle sera aussi demain. Et ça, c'est pareil, je pensais pas qu'on m'aurait appelé pour ça, de laisser en plus sa marque sur, finalement, toute petite, hein, parce que enfin, voilà, j'ai pas fait grand chose, quoi, par rapport à ceux qui l'ont construit. Mais d'aller dans le quartier de La Défense, d'avoir cette grande tour de 220 mètres et de se dire: «Bah, ça, j'y ai participé». Et à demain d'amener ses enfants, de dire: «Tu vois ça? Bah, papa il a participé à ça, quoi». C'est-à-dire que, après ma mort, ben, voilà, cette tour elle sera toujours là, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même une belle satisfaction et ensuite j'ai eu l'opportunité d'être, un petit peu aussi ambassadeur avec la fondation, paralysie cérébrale, donc de mon handicap et là je trouvais que ça permettait de boucler la boucle aussi, de donner un petit coup de pouce et un coup de projecteur aussi, j'en étais, ravi, quoi. Voilà. Pour donner quelques mots de cette fondation, quel est son but aujourd'hui? L'objectif, c'est, de sensibiliser, de communiquer, de mettre en avant aussi les progrès de la recherche, aussi sur justement cette pathologie de l'infirmité motrice cérébrale et voilà de favoriser un peu, la communication, les progrès qui sont faits. Parce que encore une fois, on en parle moins. Aujourd'hui, on parle beaucoup souvent quand on parle de handicap, on parle de gens qui sont devenus, handicapés suite à un accident, suite à et on parle beaucoup moins de gens qui sont nés avec, alors que le parcours de vie n'a Rien à strictement voir. rien à voir. Voilà. Mmh. Donc, j'ai essayé de donner, ma petite, j'ai essayé d'être une pierre à l'édifice avec eux et j'en suis ravi, quoi. Dans un monde où on parle beaucoup d'inclusion, qu'est-ce que tu aimerais que l'on fasse concrètement? Heu, alors moi j'ai un Est-ce que c'est changer de regard? Est-ce que c'est, ouais, alors moi j'ai une théorie, là-dessus, ouais, que j'ai jamais trop évoquée, mais je suis pas, je trouve que l'inclusion, c'est un mot magnifique, mais je trouve qu'aujourd'hui, on l'emploie à toutes les sauces. L'inclusion, des personnes handicapées, l'inclusion des personnes LGBT, voilà et donc je trouve qu'aujourd'hui, c'est un mot un peu fourre-tout et je trouve que ça a pu perdre un petit peu
de sa définition, de sa quintessence, quoi. Et moi, enfin, à mes yeux, moi, je préfère parler de non-exclusion. Dans le sens où, quand on parle d'inclusion, déjà, on te rappelle que tu n'es pas inclus, si on parle d'inclusion. L'inclusion des personnes éloignées de l'emploi. Donc, on te rappelle, par exemple, que tu as pas de boulot. Donc, je trouve que ça peut être éventuellement stigmatisant. Et moi, je suis quelqu'un de très optimiste, mais je suis quelqu'un de très terre à terre. Et parfois, il y a des enfants, il y a des gens qui, à la lumière de leur fragilité, de leur handicap, ne pourront pas être inclus de manière normale. Heu, donc qu'ils soient pas inclus, c'est une chose. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'ils ne soient pas exclus. Et donc ils sont pas exclus parce qu'ils sont, par exemple, dans des centres adaptés. Heu L'État est là pour les aider avec, au mieux, avec des subventions, avec des choses, avec et tout ça, c'est très bien. Mais donc ils ne sont pas inclus comme on peut l'entendre. Par contre, l'essentiel, c'est qu'ils soient pas laissés sur le bord de la route. Donc je préfère, je trouve que ça donne moins de pression. Heu, je trouve que tout le monde ne peut pas être inclus, de manière, égale et normale. Donc je préfère plaider plus pour la non-exclusion que l'inclusion. Dans un monde idéal, je suis d'accord avec toi, mais comme on n'est pas dans un monde idéal, Tu interviens souvent dans les entreprises, dans des écoles, dans qu'est-ce que tu aimerais faire, ressentir à ceux qui t'écoutent? heu, Quels sont les messages que tu portes? Toi qui pars d'un combat individuel, un engagement, beaucoup plus collectif au final. ouais, ben, avec le je trouve que mon discours a changé entre la prise de parole que j'ai pu avoir quand j'étais plus jeune et la parole que j'ai aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'assez nuancé, et c'est vrai que comme je te le disais, je suis quelqu'un de très optimiste, très positif et c'est important pour moi de le mettre en avant. Mais pour moi, le discours que je mets en avant, c'est, heu, le fait de passer par des moments difficiles, de pas les oublier et qui amènent à ce qu'on est aujourd'hui. Je trouve que dans l'époque dans laquelle on a souvent tendance il y a des gens qui disent, voilà, par exemple, je sais pas, j'ai monté, l'Everest. Bon. Mais, ils mettent en avant qu'ils n'ont que monté l'Everest. Ils parlent pas des difficultés d'avant. Les doutes, les remises en question, les et je trouve que pour, le parcours de quelqu'un, pour bien le comprendre et pour inspirer justement les enfants dans les écoles ou, quand je vais dans des entreprises, bah, c'est de dire, voilà: «Avant d'être là, j'ai été, là, tout en bas, quoi» et En bas de la montagne. ouais, voilà et j'ai été au camp de base avant d'arriver au sommet, quoi et donc le vraiment mon leitmotiv et ce qui m'importe, c'est de vraiment aussi parler des difficultés que j'ai pu rencontrer, de la sensibilité qui peut être la mienne, de parfois de mes fragilités, pour que justement chacun s'en fasse, l'écho soi-même et de se dire: «OK, ouais, ça résonne en moi, quoi. OK, là, je suis dans un moment qui est pas facile, mais vu ce qu'il m'a dit, moi aussi je peux y arriver». Alors que si je n'explique que le côté, lumière, que le côté facile, je trouve que ça peut avoir tendance à dire, «Ben, moi j'y arriverai pas», voilà. Je suis plus, là-dessus. C'est, une de tes interventions, c'est transformer l'obstacle en moteur de réussite et ce qui est intéressant dans C'est ça. tu vois? Je le reprendrai la prochaine fois, parfait. Ça résume tout. Ouais, mais du coup, c'est un peu plus court dans ça. Mais ce que tu recherches aussi, c'est ne pas avoir ce côté compassion, des gens, Non. et on va en parler, justement, parce que c'est vrai qu'il y a aussi, cette approche-là des fois, que l'on entend, et qui est déconstruite de plus en plus, donc tant mieux pour, les personnes comme toi Ouais, et plus être dans l'engagement ouais, aussi, que ça sert vraiment à quelque chose. oui, bien sûr et puis c'est ce que je mets en avant justement dans le livre aujourd'hui, pour lequel on peut en parler aussi, dans le livre, dans le roman «Rien qu'une fois dans les yeux», bah, j'essaie justement de parler un peu, de ce que j'ai pu vivre et de ce refus, de la compassion et de qu'on puisse me regarder, dans les yeux. Enfin, c'est tout simple, hein, mais comme on a tendance aujourd'hui à être parasité par du superficiel, par notre société d'aujourd'hui, et je pense que parfois il faut se reconnecter un petit peu
à l'essentiel et c'est vrai que cette notion de refus de la compassion et d'évoquer la différence et le regard des autres dans une histoire pour que chacun se fasse l'écho, de ses propres combats intérieurs, l'objectif c'était que ça puisse justement parler, quoi. Et justement, donc c'est un roman inspiré. Oui. Heu, Quel a été le déclic de devoir faire, ce roman et quelle a été ton approche là-dessus? Ouais, Tu nous en parles un peu? ouais, j'avais eu l'idée moi de le faire, quand j'ai fait justement cette traversée de la France en fauteuil. Je m'étais dit: «Bon, c'est vrai que c'est un peu extraordinaire» et je me suis dit: «Ce serait bien de le graver quoi, de le noircir, sur le papier, comme un souvenir» et c'est tout et après c'est parti de mon esprit parce qu'après la vie a fait que quoi. Puis on a parfois des projets et puis on n'a pas le temps et puis on se dit: «Je le referai après, je le ferai plus tard». Et entre-temps, après, j'ai vécu des histoires personnelles, voilà, j'ai une trentaine d'années, donc j'ai voilà le côté de faire des rencontres réelles, de faire des rencontres sur des applications de rencontres aussi, de rencontrer des femmes, de discuter avec des amis aussi, que ce soit femmes ou que ce soit hommes et de voir un petit peu quelle était leur approche eux, quelles étaient leurs forces, quelles étaient leurs fragilités, leurs fragilités avec, directement eux et et je me suis dit, en fait, le message de ce livre, c'est, c'est que moi, aujourd'hui, pour reprendre le film de d'Artus, qui a fait un petit truc en plus, moi, j'ai un petit truc en plus, mais on a tous un petit truc en plus, et ce petit truc en plus, parfois, suivant les personnes que l'on va rencontrer, ça peut être un moins et ça fait mal. Quand, on le voit comme un moi et le problème, c'est que je ne peux pas, moi, je peux pas l'effacer. Je peux pas mieux marcher. Je peux pas ce fauteuil-là, ce compagnon de route, je peux pas je peux pas l'effacer non plus. On a des gens aujourd'hui qui sont connus dans le milieu du handicap, par exemple, qui disent: «Moi, j'ai la chance, d'être handicapé parce que j'ai fait telle chose, je suis athlète paralympique, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense pas qu'on puisse avoir la chance d'être handicapé. On peut pas avoir la chance d'avoir un cancer. Pour moi, la chance, c'est se souhaiter de faire quelque chose. La chance de faire un voyage, de par contre, de le transformer en force comme je l'ai fait, oui et aujourd'hui, je suis très heureux en tant qu'homme et je je le vis bien. Mais demain matin, tu me dis d'un coup de baguette magique, tu plus rien, je préfère rien avoir. Alors il y a des gens, qui m'ont déjà dit: «Oui, mais c'est ce qui fait aussi, ce que tu es aujourd'hui. Peut-être que, peut-être que tu serais valide, je m'excuse du terme, hein, mais, On te remarquerait pas, peut-être? ouais, on te remarquerait pas et puis peut-être que tu serais valide, bah, tu serais un gros con». Ouais, enfin, je pourrais aussi être valide et puis être bien. On a souvent tendance à opposer les 2. Mmh. Ah non, on peut aussi être valide et puis être quelqu'un de très bien. Donc voilà, moi je l'ai pas choisi, ce petit truc en plus et j'essaye aujourd'hui de le vivre bien, de le transmettre bien, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas choisi et pour lequel parfois, certaines fois, on m'a fait comprendre que, de manière volontaire ou involontaire, avec beaucoup de maladresse que, ça allait pas quoi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, heu, on va beaucoup plus facilement vers ce qui nous ressemble que vers ce qui nous différencie. Parce que ce qui pose problème, c'est pas le handicap, c'est pas le fauteuil. Ce qui pose problème, c'est l'inconnu. Et quand on va vers une situation qui nous est inconnue, on se pose des questions et parfois c'est peut-être rassurant. Par exemple, par exemple pour une femme, je pense qu'elle va aller vers, des hommes, qu'elle croise dans la rue. Chacun a sa normalité. Et ben, la normalité pour moi, par exemple, c'est quelqu'un qui d'apparence n'a rien. Qui va marcher normalement, cet homme-là, il a peut-être ses combats intérieurs aussi, hein, mais d'apparence, il y a rien. Je Tu vois ce que je veux dire? Il y a Mmh. pas de alors que moi, non, direct. Je veux dire, on voit tout de suite que, ouais, il y a quelque chose, quoi. Si c'est pas le fauteuil, si je viens debout, on voit bien que j'ai une démarche qui est différente. Alors après, éventuellement, peut-être que ça me permet d'attirer l'attention et puis, plutôt et puis ça permet aussi, je pense,
Parfois, quand on est valide, quand on est plus jeune, on fait le lémurien de loin, on se dit: «Comment je vais l'aborder? Comment?» Oh non, moi, j'y vais, quoi. J'y vais avec mon sourire, avec ma bonne humeur, on discute ensemble. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Mais c'est vrai que parfois, m c'est quelque chose qui m'a fait mal. Mmh. Voilà, je suis, parfois mon sourire masque aussi, je suis quelqu'un de très sensible. Donc parfois, on parlait du doute tout à l'heure, et j'ai douté aussi. Parfois je me suis dit: «Ben, ce serait plus facile si j'avais pas mon handicap». Pour mes parents, ça aurait peut-être été plus facile, et puis parfois je me dis, quand, moi j'avais 12 13 ans, quand j'étais dans l'adolescence, je me disais, «Bah, pourquoi moi et pas un autre?» Et voilà, donc aujourd'hui je l'accepte, mais ça n'empêche que parfois, j'ai le handicap qui me revient en pleine gueule, hein, je veux dire, il se passe pas un seul jour sans que je l'oublie. Donc je suis très heureux avec, mais parfois effectivement on peut rencontrer des personnes, heu, qui nous disent, «Non Edouard, tu es quelqu'un de super et tout, mais moi j'y arrive pas». Voilà, je tombe s par exemple, je sais pas, je tombe sur une femme qui, va adorer la randonnée. Ben, elle va voir tout de suite ce qu'elle peut plus faire. Elle va se dire: «Ah oui, mais la randonnée, avec cet homme-là, je peux pas le faire». Donc pour elle, tout de suite, c'est un obstacle. Mais elle s'est pas posé la question qu'on pouvait faire une randonnée différemment. Elle peut avoir une rencontre avec un homme valide. Cet homme valide, il peut faire cette randonnée. Par contre, ce qu'elle a pas calculé, c'est que cet homme valide, peut-être que lui, la randonnée, il en a strictement rien à foutre. Donc en fait, ça revient au même. Il va pas la faire sa randonnée. Mais la notion justement, comme je te le disais, du regard des autres, bah, ça, elle se le dit pas. Voilà, d'apparence, c'est quelque chose que je connais. Ouais, ça rejoint le côté superficiel, dont tu parlais, tout à l'heure. Voilà, il ressemble à tous les autres hommes, que j'ai connus. Ou si c'est un homme, elle ressemble à toutes les femmes que j'ai connues. Voilà. Et est-ce que, tu as senti que le regard changeait depuis, 30 ans, depuis 20 ans, que tu as pu, Ouais, conscientiser ça? ouais, ouais, bien sûr, ben, si on fait un peu d'histoire, je pense qu'à l'époque, les personnes en situation de handicap, les personnes autistes, dans les années même 60 70, je pense que c'était des gens qu'on cachait, hein, qui étaient en institution et cetera. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une évolution du regard, je après je trouve qu'aujourd'hui, on a 2 extrêmes. C'est-à-dire qu'en France, on parle du handicap soit, avec le Téléthon. Donc le Téléthon, c'est, heu, comment dire? Je trouve que la cause est très noble du Téléthon. Je trouve que la manière de le traiter, peut éventuellement, être différente. Voilà, on a cette notion de: «Il faut aider», voilà, on a ce côté handicap souvent très lourd au Téléthon. Donc là, on peut avoir pour des personnes qui ne connaissent pas le handicap, le côté: «Ah, c'est difficile», le côté plainte, parce que pour quelqu'un qui a cet inconnu, qui connaît pas déjà, dans la tête des gens, le handicap, c'est difficile. C'est une limite déjà. Donc il faut se battre pour dire: «Non, je peux faire plein de choses, je peux», donc il faut, contrecarrer cette façon de C'est penser. de par l'étymologie aussi du terme peut-être? Déjà dans la notion des gens, Bien sûr, bien sûr, handicap. bien sûr. Donc il y a ce côté-là difficile, par exemple, avec l'image du Téléthon, et après on a donc les Jeux paralympiques. Mais là, les Jeux paralympiques, c'est, on va dire, des super-héros. Alors que 99,9 des gens qui ont un handicap, il s'appelle Jérôme, il a 36 ans, et puis, il a sa vie normale, simple. Et donc, d'où ce côté chez moi très, très nuancé, quoi. Ouais, et en même temps, quand tu regardes ton parcours, depuis ton enfance à aujourd'hui, est-ce que quelque part tu te dis pas aussi: «J'ai gagné mon pari»? De par tout ce que tu as fait, tout ce que tu as vécu et qui t'a permis de vivre des choses, que tu aurais peut-être pas eu, ou que tu aurais pas pu vivre, même si je comprends la Ouais, nuance et ouais, cetera, ouais, bien ouais, sûr, hein. ouais, bien sûr. Mais est-ce que quelque part ça a pas été un moteur, de résilience, d'acceptation Non, pour, mais bien faire sûr. de super choses? Non, mais ça, bien sûr. Après, j'en suis pas à dire que j'ai gagné mon pari parce que je suis comme tout le monde aujourd'hui, j'ai des projets, je me pose des questions, je galère aussi, donc Je heu parle gagner ton pari par rapport à un enfant de 5 ans qui était peut-être pas censé marcher, ah tu oui, vois? non, mais là, c'est sûr. Non, mais de toute façon, c'est sûr que Tu sur, as déjà pris une revanche sur la vie? bien sûr, et puis c'est vrai que je me suis construit avec ça, mais par exemple, je préfère,
Si je dois choisir, je préfère avoir l'handicap que j'ai aujourd'hui de naissance que d'accident. Parce que moi, je me suis construit avec. J'ai pas eu un couperet de quelqu'un, d'une situation de handicap d'un seul coup suite à un accident, c'était blanc, là c'est tout noir et là, je pense que ça peut être éventuellement encore plus difficile de se dire: «Mais qu'est-ce que je vais devenir? À quoi va ressembler ma vie?» alors que de naissance, bah, on a le temps. On a le temps de se dire, bon, on a des doutes, hein, on a des moments de tristesse, des moments de joie, mais on a le temps de s'acclimater et c'est vrai qu'effectivement, si je prends l'enfant de 5 ans, aujourd'hui, je me sens, accompli. J'ai fait des choses qui ont, du sens, heu et j'essaye d'être un mec, j'essaye d'être une meilleure version de moi-même, un petit peu chaque jour. J'essaie d'être un mec gentil. Heu, voilà, C'est bien, c'est déjà peut-être le but de chacun, d'être ouais, une meilleure version de soi-même, ouais, chaque jour. ouais, c'est comme, puis j'essaie, ouais, d'être, et puis de me prouver à moi-même aussi, chacun a son Everest. Toi, tu as ton Everest dans ta vie que je ne connais pas. Tu as tes combats intérieurs et moi, j'ai les miens et donc ben, voilà, l'objectif, c'est pas d'être au sommet de la montagne, en fait. L'objectif, c'est un petit peu tous les jours de se rendre compte de la personne que l'on devient pendant l'ascension, là. De ce qu'on gravit. Bah, ce qu'on gravit, c'est notre vie, quoi et il faut essayer d'y donner un peu de sens. Je pense que pour l'instant, j'y arrive pas trop mal, hein, mais je touche du bois, voilà, faut que ça reste un peu comme ça. Tu as dû avoir plein de rencontres, aussi, tout aussi inspirantes les unes que les autres. Mmh. Est-ce qu'il y a une personne, une rencontre, qui t'a marqué plus que d'autres? Heu, ouais, Guillaume Gibault, le fondateur du SLE français. J'en serais pas là aujourd'hui, sans lui. Je lui ai dédicacé mon bouquin, je lui ai envoyé et c'est vrai, c'est quelqu'un, que j'ai harcelé au téléphone, à l'époque, que j'ai eu, au téléphone, il était en scooter. J'avais le cœur à 400, parce que j'avais des mots précis qu'il fallait que je dise, je voulais le convaincre et il m'a dit: «Écoute Edouard, ouais, je trouve que ce que tu fais, ça a du sens, c'est chouette» et ça il a créé mon logo, c'est un ami aujourd'hui, il m'a toujours soutenu. C'est quelqu'un qui m'a toujours dit: «Je vais te donner un coup de pouce» et ce mot «je vais te donner un coup de pouce», à chaque fois qu'il m'a donné un coup de pouce, pour moi, ça a toujours eu l'allure justement d'un Everest et c'est vrai que ça a été pour moi une rencontre marquante dans les coups de pouce qu'il m'a donnés, mais aussi, avec lui-même. C'est une grande réussite aujourd'hui de l'entrepreneuriat et c'est quelqu'un d'une simplicité et d'une humilité, voilà, j'étais venu chez lui, à sa boîte pour faire ce qui s'appelait un petit déj du slip, pour justement avoir une rencontre inspirante avec les salariés et il m'a remercié 3 fois d'être venu, quoi. Alors que non, moi c'était moi qui le remerciais, parce que j'étais super content d'être là, quoi et ouais, c'est quelqu'un vraiment, que j'estime beaucoup. Donc ça fait partie des rencontres parmi d'autres, mais c'est vrai que c'est une rencontre, marquante chez moi. Quelles sont tes j'ai 2 questions en 1. La première, qu'est-ce que tu dirais à l'enfant de 5 ans, que tu revois, après avec tout le parcours que tu as fait? Ouais. Et la deuxième, en prospective, quels sont tes prochains projets, tes prochaines aspirations peut-être? Ben, l'enfant de 5 ans, je lui dirais: «T'inquiète pas, ça va bien se passer». Ouais, ça va aller. Je pense que ça permettrait de le rassurer, cet enfant de 5 ans qui a eu quand même beaucoup d'angoisse, beaucoup d'incertitudes, l'adulte d'aujourd'hui aussi, hein. Mais avec la sensibilité qui était la mienne, je pense qu'à l'époque, elles étaient quand même très exacerbées. Donc je lui dirais: «Écoute, détends-toi un peu, ça va bien se passer, ça va pas être toujours facile. Parfois, tu vas avoir un genou à terre et puis, bah, tu vas te relever et puis tu vas encore tomber, puis tu vas encore te relever, mais ça va bien se passer». Donc je pense que ça permettrait de le tranquilliser un peu, cet enfant-là. Et la deuxième question, tu m'as dit, c'était? En prospective, quels sont tes prochains projets, tes prochains, objectifs, aspirations? Prochain projet, Il y a le bouquin déjà. ouais, il y a le bouquin d'aujourd'hui, il y a un livre numéro 2 qui est en cours d'écriture, qui traite justement toujours,
du fait de se sentir différent des autres. Alors là, pour le coup, pas sur le handicap, sur un enfant, hypersensible et je pense que l'hypersensibilité peut parler à beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, mais toujours avec ce traitement de la différence et du regard des autres. Pour moi, c'est quelque chose qui est assez central, voilà et pour l'instant et puis essayer d'être heureux, d'avoir toujours un petit peu le sourire, de sécher des larmes s'il y en a et de voilà, d'être toujours, le sourire à gorge déployée et croquer la vie à pleines dents. Et je vais même poser cette question. Quelle a été ta dernière première fois? Et il y a des choses que j'ai faites, mais qui remontent à longtemps, un 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 vol en avion, dans un petit avion avec une amie, c'était génial. Heu, je suis passé devant chez mes parents et on reconnaît même pas du tout le paysage parce que la perspective est totalement différente, ouais ça, prendre l'avion, pour rejoindre quelqu'un dans un autre pays. Je l'avais jamais fait. Ça, c'est pareil. C'est une des dernières fois que j'ai fait une première fois. Rejoindre quelqu'un. Ça reste pareil un grand souvenir. Ouais. Je je pense que la dernière fois après il y a peut-être des choses anecdotiques que je pense pas. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, ouais, je trouve que rejoindre quelqu'un qu'on n'a jamais vu, et qu'on prend l'avion pour, rejoindre cette personne, ouais, ça je m'en souviens, c'est marquant. Qu'est-ce que tu aimerais que l'on retienne de toi en quelques mots de ton interview? Si, voilà, tu aimerais, passer un message aux auditeurs, ce serait lequel? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on retienne de moi? J'aimerais qu'on retienne de moi, que je suis quelqu'un, parfois pour beaucoup de gens, ou pour des gens qui me connaissent pas trop ou, heu, parfois je suis, le mec qui a fait les 700 kilomètres, qui a créé une boîte, qui a fait un peu de télé, et sans moi je suis pas quelqu'un qui se la raconte ou, mais parfois pour des gens, pour mes amis par exemple, je suis toujours: «Édouard, ouais mais ouais, tu là quoi». Toi pour certains, je suis là-haut quoi et ce que j'aimerais, qu'on retienne, c'est d'être quelqu'un, qui a essayé de faire des choses, qui ont un petit peu d'importance, enfin pas d'importance, mais qui ont du sens, qui essaye de qui essaye de mettre un pied devant l'autre, qui essaye d'être heureux tous les jours, heu et qui essaye d'être à la fois fort et à la fois, d'exacerber sa sensibilité pour essayer d'écrire, des jolies choses, notamment, sur le livre et justement, j'ai essayé de transcender ma sensibilité pour essayer de faire appel aux sentiments universels de chacun. C'est un peu ça que j'aimerais qu'on retienne. Tu me fais la transition parfaite parce que j'allais montrer ce livre puisqu'on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu aurais aimé aborder? Ouais. Hem, Rien qu'une fois dans les yeux, ce roman d'Édouard Détraize. On mettra, le lien, Ouais. également pour suivre toute ton actualité. Je sais que tu es aussi assez présent Ouais. sur LinkedIn. Et l'objectif justement, si tu me permets, bah, de ce livre-là, un petit peu la morale, chacun le lira et chacun se fera l'écho, de sa propre différence à lui. Mais l'objectif, c'est justement, je crois que, on aspire tous, quel que soit son physique, ses particularités, sa façon d'être. Parfois, on peut avoir ce sentiment de se sentir en décalage, parce qu'on est dans une société, hein, qui cherche à uniformiser beaucoup de choses et je pense on souhaite tous être vus, être regardés, rien qu'une fois dans les yeux, pour ce qu'on est vraiment et pas pour les artifices autour, mais vraiment pour ce qu'on est et j'espère que chacun, heu, aura vraiment ce sentiment après avoir, refermé la dernière page. Écoute, le message est passé en tous les cas. Merci Edouard, Merci à pour toi. ta disponibilité, pour Merci à toi. ta sincérité et ta transparence, d'accepter de parler de ces sujets-là avec émotion, ça s'est ressenti dans ta voix.
Merci, tous les jours. merci à toi pour la confiance également. Et quant à nous, on se retrouve pour un prochain épisode d'Inspiré que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes, que ce soit YouTube, LinkedIn, Instagram en vidéo et également en audio sur Spotify, Apple, Deezer ou Amazon. J'allais oublier le petit dernier. On se retrouve à très bientôt pour un prochain épisode d'Inspiré. Salut!